première conférence de SOS Méditerranée. Ce premier rendez-vous numérique fait partie d'un cycle de conférences qui seront proposées au public au cours des 2 ou 3 prochains mois et dont le contenu et les dates seront communiqués très prochainement sur le site de l'association et sur ses réseaux sociaux. Alors ce soir, afin d'analyser les répercussions de la crise du Covid-19 sur les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée, nous avons réuni 3 intervenants de SOS Méditerranée. Je vais les laisser se présenter. Chacun peut dire peut-être d'où il nous rejoint, quelle est sa fonction et depuis quand il occupe cette fonction au sein de l'association. Honneur aux dames. Sophie, je te laisse commencer. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Sophie Beau, cofondatrice de l'association SOS Méditerranée en 2015. Je suis à Marseille et je suis directrice générale de l'association depuis mars 2016. François ? Oui. Bonsoir à tous. Donc, je suis François Thomas. Je suis président de SOS Méditerranée France depuis le 15 juin de l'année dernière, presque un an. Je suis capitaine de la marine marchande. J'exerce une activité de consultant, marine, qualité, sécurité, environnement. Et puis, je suis retraité également. Et je vous appelle de Paris. Très bien. Frédéric ? Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc, je suis Frédéric Penard, je suis le directeur des opérations du réseau européen d'SOS Méditerranée et je vous parle depuis nos bureaux de Marseille. Je suis chez SOS Méditerranée depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà, merci. Bien, merci à vous 3 et merci à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints pour cette première conférence en direct sur Facebook. Je rappelle qu'elle va durer environ 1 heure. Dans un premier temps, nous analyserons avec nos 3 intervenants les conséquences de cette crise du Covid-19 sur l'ensemble du monde maritime, son impact sur les opérations de sauvetage en mer et sur une situation humanitaire devenue absolument dramatique en Méditerranée centrale. Nous aborderons également les perspectives du retour en mer pour SOS Méditerranée et dans un second temps, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Si vous nous suivez avec un profil Facebook, vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence dans les commentaires de cette vidéo. Et pour les personnes qui ne pourraient pas assister à la conférence jusqu'au bout, pas d'inquiétude, je rappelle qu'elle est enregistrée et qu'elle restera accessible sur la page Facebook de l'association. Alors, avant de donner la parole à nos 3 intervenants, j'aimerais rappeler que SOS Méditerranée, c'est une association civile européenne de sauvetage en mer qui est née d'un élan citoyen en réaction, en 2015, en réaction à la multiplication des naufrages en Méditerranée de petites embarcations impropres à la navigation. Grâce à la mobilisation de milliers de citoyens européens, elle a pu, il y a 5 ans, affréter un navire, l'Aquarius, remplacé depuis l'été dernier par l'Ocean Viking. Et ces équipes ont pu porter assistance à 31 618 personnes qui ont été conduites dans un port sûr. La dernière mission de sauvetage de SOS Méditerranée, avec son partenaire médical MSF à bord de l'Ocean Viking, a eu lieu au mois de février dernier. À ce moment-là, 276 personnes ont été secourues au large de la Libye et ont pu être débarquées saines et sauves dans le port de Pozzallo en Sicile le 23 février. Que s'est-il passé pour SOS Méditerranée depuis ce dernier sauvetage? C'est la première question que j'aimerais vous poser et peut-être la poser à Sophie Beau, cofondatrice et directrice générale de l'association. Merci beaucoup, Bérangère. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir parler avec vous ce soir, même si évidemment les modalités sont un petit peu particulières. Néanmoins, il nous tenait à cœur vraiment d'avoir ce temps d'échange avec nos supporters, nos donateurs et puis le public en général, qui se pose des questions et qui s'intéresse à cette situation en mer Méditerranée centrale. Donc, comme l'expliquait Bérangère Matta à l'instant, notre dernier sauvetage a eu lieu en fin février de cette année. Nous avons pu débarquer in extremis dans le port de Pozzallo à un moment où l'épidémie en Italie prenait vraiment une très très grande ampleur. Donc, à ce moment-là, il était encore possible de débarquer des rescapés dans un port sûr en Italie qui nous avait été indiqué
par les autorités compétentes. Ce que nous avons donc fait. Les personnes ont été mises en quarantaine. Le navire également, par ailleurs, une fois que les personnes étaient débarquées, a été mis en quarantaine pour 14 jours en mer. Et pendant ce temps, donc, la progression de l'épidémie s'est développée très, très, très rapidement en Italie. La situation est devenue assez critique dans ce pays. De nombreuses mesures de fermeture, on va y revenir, ont été prises dès ce moment-là. Le passage des frontières, c'est compliqué. La logistique maritime est devenue extrêmement complexe, etc. Donc, nous étions très inquiets, évidemment, face aux perspectives de renforcement de cette épidémie. Et les autorités des différents pays de la Méditerranée qui bordent cette zone de Méditerranée centrale étaient très préoccupées également. À ce moment-là, donc, nous avons décidé conjointement, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, notre partenaire médical, de repartir sur Marseille pour une escale, pour prendre le temps de bien évaluer la situation et de bien comprendre le contexte d'opération tel qu'il était en train de se développer de manière totalement inédite. Un contexte qui s'est vraiment compliqué avec donc, fermeture des ports, problème d'accès logistique majeur pour les équipes. On va y revenir certainement, je pense que François pourra témoigner de cela tout à l'heure, sur l'impact sur le monde maritime en général. Donc, l'ensemble du monde maritime s'est trouvé totalement bouleversé, les bateaux immobilisés, certains mis en quarantaine pour d'autres. Et donc, il était extrêmement compliqué de pouvoir repartir en mer dans ce contexte pour nous, sans avoir aucune perspective sur ce qu'il se passerait une fois qu'on aurait pu faire un sauvetage en mer pour pouvoir débarquer les personnes dans un port sûr. Or, bien évidemment, le sauvetage ne s'achève que lorsque les personnes, les rescapés, sont débarqués dans ce port sûr. Donc, nous avons évalué jour par jour la situation et il nous a semblé tout à fait impossible, au vu de la progression de l'épidémie, de la fermeture progressive des ports, les mesures qui ont été prises, l'état d'urgence qui a pu être déclaré en Italie, en France, ailleurs. À ce moment-là, on a estimé qu'il était extrêmement risqué pour les équipes, en termes de sécurité pour nos propres équipes et pour les rescapés une fois qu'ils auraient pu être secourus, sans perspective claire de débarquement dans un contexte politique totalement inédit et un contexte sanitaire totalement inédit et bouleversé, nous n'avons pas fait le choix de repartir dans ces conditions. C'est la position de SOS Méditerranée. Et alors, cette analyse des risques, elle n'est peut-être pas été partagée par Médecins sans frontières, le partenaire, justement. Alors, on avait une analyse des risques qui était similaire, c'est-à-dire sur le contexte, on voyait bien que les indicateurs étaient tous au rouge, que ce soit politique, que ce soit sanitaire. La possibilité même d'évacuer nos équipes en cas d'urgence médicale n'était pas du tout acquise. Donc, tous ces éléments ont partagé le constat qu'il y avait beaucoup de risques. Les conclusions n'étaient pas les mêmes. Pour SOS Méditerranée, la conclusion que nous en avons tirée, et de manière assez unanime, c'était de se dire qu'il n'était pas possible dans ces conditions-là de reprendre la mer, qu'il fallait attendre qu'il y ait des perspectives de meilleure sécurité pour que ce soit possible. Contrairement à Médecins sans frontières qui a estimé qu'au contraire, face à cette situation et le drame humanitaire qui par ailleurs se poursuit en mer Méditerranée centrale, on va y revenir, il était de notre devoir de repartir immédiatement. Fin mars, début avril, vraiment en pleine progression de l'épidémie, c'était quelque chose pour nous qui était totalement impossible. Donc nous avons vraiment fait ce choix et ça a mené à une rupture de partenariat entre SOS Méditerranée et Médecins sans frontières qui a décidé de se retirer du partenariat que nous avions noué depuis le mois de mai 2016. Je rappelle que notre premier partenaire, c'était Médecins du Monde, entre février et mai 2016. Et donc, à partir de mai 2016 jusqu'à avril 2020, Médecins sans frontières. Voilà, donc ça a été très, très difficile, je tiens à le préciser évidemment, pour des marins sauveteurs, pour nos équipes de sauveteurs qui ont pour mission de sauver des vies, alors même que la terre entière parlait de sauver des vies à terre. Ne pas pouvoir retourner en mer dans ce contexte extrêmement compliqué
très politisé aussi, parce que on sait bien que déjà la question du sauvetage en Méditerranée centrale est très instrumentalisée par certains États. Donc, dans ce contexte d'explosion de nos repères traditionnels, il était pour nous impossible de repartir. C'était difficile. Voilà, nous avons fait ce choix de mettre en pause les opérations, le temps de pouvoir avoir un minimum de sécurité, de garantie pour nos équipes en termes de sécurité, une fois qu'elles repartiraient en mer. Et quel est l'état d'esprit des équipes aujourd'hui alors ? Justement, de se préparer à repartir en mer. Donc, tout le monde est extrêmement occupé. Nous avons évidemment passé beaucoup de temps confinés également, et surtout le bateau a été confiné. Hein. Il ne s'agit pas de transmettre l'épidémie à bord, on va en reparler aussi. Mais donc très très concentré sur les préparatifs de retour en mer, qui sont compliqués par cette séparation de Médecins sans frontières, puisqu'il va falloir que nous trouvions, et nous sommes en train de le faire, des équipes médicales pour repartir. Mais donc très déterminés à repartir rapidement en mer. Ok, merci Sophie pour ce point de situation très, très utile, ce retour sur les 2 derniers mois. Tu as évoqué cette nécessaire suspension provisoire des opérations en mer. J'aimerais me tourner vers François Thomas. Tu le rappelais, tu es capitaine de marine marchande. Tu as fait toute ta carrière dans le secteur maritime. Est-ce que tu peux nous donner ton éclairage sur les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le monde maritime au sens large, en revenant peut-être tout d'abord sur le contexte de la première quinzaine de mars, quand justement SOS Méditerranée a décidé de suspendre, de retourner sur Marseille, de suspendre ses opérations provisoirement. Oui, le monde maritime, exploiter un navire de commerce, quel que soit le type du navire, c'est quelque chose de très complexe au niveau logistique, au niveau organisation, au niveau humain. Il y a des relèves d'équipage. Et du jour au lendemain, avec cette pandémie, avec toutes les mesures qui ont été prises de par le monde, ça a été médiatisé, les fermetures des ports, arrêt des liaisons aériennes, mise en quarantaine, etc. Il y a eu un chaos absolu dans tout le monde maritime pour continuer à faire naviguer les navires. Donc évidemment, comme tu l'as dit, SOS Méditerranée a été impacté, déjà parce que là, il y a eu comme Sophie l'a dit, il y a eu une quarantaine imposée aux navires et aux rescapés. Et puis, les autorités italiennes ont déclaré qu'ils ne garantissaient pas les évacuations médicales en cas d'urgence, les moyens qu'ils avaient, éventuellement hélicoptères, étant en priorité dédiés aux Italiens à la pandémie. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'allaient pas le faire, mais qu'il y avait potentiellement des risques qu'il n'y avait pas de réponse à ces évacuations médicales. Donc ça, c'était quand même quelque chose de sérieux. Puis par la suite, comme d'autres pays, l'Italie a déclaré ses ports non sûrs en raison de la pandémie. Donc, pas possibilité de débarquer les personnes si facilement. Malte a suivi. Alors, dans le monde maritime en général, comme je le disais, ça a été un chaos absolu. D'abord humain, parce que dans le monde entier, il y a des marins, il y a plus d'1 million de marins qui sont sur les navires actuellement, qui travaillent, et il y a des marins qui passent jusqu'à 10 mois à bord et qui ont besoin de retourner chez eux, tout simplement, parce que c'est un travail très fatigant, il y a besoin de relève, et du jour au lendemain, les relèves n'ont plus été possibles. Ça a été excessivement difficile, plus de liaisons aériennes, des problèmes de visa, parce qu'il faut, les frontières étaient fermées dans certains pays, les consulats étaient fermés, des problèmes divers. On a mentionné d'ailleurs dans la presse, et on en a beaucoup parlé, ça a été médiatisé, le problème des passagers bloqués sur des navires de croisière qui ont eu un mal fou à pouvoir débarquer eux-mêmes. Il y a eu donc des relèves quasiment impossibles, très difficiles. Il y a des ports qui sont quasiment fermés à des navires, et puis d'autres ports qui ont imposé des quarantaines. Donc, alors, débarquer, c'était une chose, embarquer, c'était le même problème. Donc, il pouvait y avoir des relèves par chance qui se faisaient, et puis on n'avait pas la personne qui pouvait arriver pour remplacer. Donc, c'est un véritable chaos. Comme je l'ai dit aussi, il y a eu des cas, pas uniquement, j'ai un exemple d'ailleurs en Asie,
d'un marin qui était gravement malade, qui n'a pas pu être évacué par hélicoptère parce que justement, il y avait cette crainte absolue du Covid-19 et le marin n'était absolument pas atteint du Covid-19, c'était une autre pathologie. Donc, il y a vraiment, c'était très, très difficile. Un autre problème, c'est la logistique, bien sûr, puisque un navire, pour continuer à être exploité, il doit être ravitaillé, c'est-à-dire recevoir de la nourriture pour l'équipage, il doit recevoir des produits chimiques, il doit être ravitaillé en fuel, il doit recevoir quelquefois des techniciens pour pouvoir réparer certains équipements avec certaines qualifications, pièces de rechange, etc. Tout ça, du jour au lendemain, ça a été très, très compliqué. Donc, tout le secteur maritime a été très, très impacté. Alors, aujourd'hui, il y a une amélioration d'un point de vue logistique, mais là où ça ne s'améliore pas encore suffisamment, c'est vraiment pour les marins. Il y a des marins aujourd'hui qui ont, dans le monde entier, qui ont jusqu'à 15 mois d'embarquement, ils travaillent 7 jours sur 7, jusqu'à 90 heures par semaine, et qui sont vraiment très fatigués. Il y a des cas de suicide. Donc ça, il faut penser aussi à tous les marins du monde. C'est une situation complexe. Et Frédéric en parlera tout à l'heure, mais bien sûr, SOS Méditerranée, on va repartir, mais il y a encore des problèmes dans les ports, dans l'espace Schengen, qui n'est pas complètement ouvert, donc pour avoir des visas. Et on est encore impacté par toutes cette problématique pour avoir tous les équipements à bord, pour faire naviguer un navire dans les conditions de sécurité absolument optimales. On a pu effectivement constater au cours de ces derniers mois que les mesures de sécurité sanitaire qui ont été prises par les gouvernements pour limiter la propagation du Covid-19 ont rendu l'assistance aux personnes en détresse en mer encore plus difficile, avec des opérations de sauvetage qui sont devenues particulièrement dangereuses et complexes en Méditerranée centrale. On constate également que les États semblent se désengager de plus en plus du sauvetage en mer. Comment vous analysez cette situation? Frédéric, peut-être Oui, merci Bérangère. Rendre les sauvetages encore plus difficiles, je pense que tu as vraiment exprimé la chose. C'est-à-dire que revenons un tout petit peu avant cette crise du Covid. La situation en mer Méditerranée centrale est déjà une situation extrêmement complexe que SOS Méditerranée dénonce depuis sa création. Le manque d'engagement des États pour répondre à leurs engagements au vu des conventions sur le sauvetage en mer, le manque de solidarité des États européens pour faire face à ce besoin de sauvetage en mer Méditerranée centrale, c'est quelque chose qui a présidé à la création de notre association et qui anime ce que nous demandons. Donc, on est déjà dans un système où la volonté des États d'aider les capitaines qui font leur devoir de sauver des personnes en mer est déjà pas complètement acquise. On a, depuis le départ de l'Ocean Viking, encore pour revenir sur les 6 derniers mois, depuis août dernier, on a eu régulièrement, à chaque fois qu'on a récupéré des personnes, on a dû attendre parfois quelques jours, parfois un petit peu plus, que les États européens se mettent très péniblement d'accord pour accepter un débarquement et que l'Italie ou Malte puissent ouvrir leurs ports, ce qui est leur devoir, mais le devoir de solidarité est là aussi dans les conventions maritimes. Donc, on partait de cette situation-là et là-dessus, la pandémie du Covid, avec la situation qu'expliquait très bien François, est arrivée. La conséquence de ça, ça a été que l'Italie, qui était un des pays les plus touchés, on revient encore en mars, hein, c'était vraiment le démarrage de l'épidémie en Europe, suivi par Malte, François le rappelait, a déclaré qu'elle ne pouvait plus accueillir des rescapés dans ses ports. Ni l'Italie ni Malte, enfin, les deux États ont fait ces déclarations, ce qui était une façon de dire qu'ils étaient en besoin de solidarité européenne encore plus que jamais. C'était certainement pas une façon de faire, de fermer les portes. Les conventions SAR sont toujours là, les conventions sur le sauvetage sont toujours là, et il y a toujours ce devoir d'ouvrir les ports, mais c'était une façon de dire non, c'est pas possible. Donc on avait cette situation-là. On a eu des sauvetages et des départs, on y reviendra tout à l'heure, mais un des cas qui pour nous a été assez intéressant à suivre, c'est le cas de
deux navires d'ONG, l'Alan Kurdi et le Laïta Mari, de pavillon allemand et espagnol, qui ont conduit des sauvetages début avril et qui se sont vus opposer cette fermeture des ports maltais et italiens jusqu'à ce que le gouvernement italien trouve une solution de débarquement qui puisse à la fois répondre à son devoir d'accueillir les personnes en port sûr, enfin en lieu sûr, donc sous sa responsabilité, et en même temps gérer les enjeux médicaux de gestion de l'épidémie de Covid. Cette solution était d'affréter un ferry. Alors c'est une solution qu'on n'a pas encore complètement compris et qu'on essaye d'analyser, mais toujours est-il que, contrairement aux déclarations du gouvernement italien, une solution très pratique a été trouvée et donc il y a eu cette situation-là. Ensuite, tout comme pour l'Ocean Viking en février, les deux navires ont été mis en quarantaine, les personnes ont été mises en quarantaine et à l'issue de cette quarantaine, c'était il y a quelques semaines, les deux navires ont subi un contrôle très, très fort des autorités italiennes et sont pour le moment détenus en Sicile. Donc, c'est effectivement une situation extrêmement complexe. Ça, c'est pour deux navires d'ONG qui ont mené des sauvetages. En parallèle, les départs ont continué et pas mal de sauvetages ont eu lieu et d'alertes ont eu lieu en Méditerranée centrale. Des sauvetages ont eu lieu par des navires marchands. Il ne faut pas oublier que c'est le devoir de tout capitaine, quel qu'il soit, que ce soit un navire militaire, un navire d'ONG, un navire marchand, un navire de pêche. Tout capitaine est tenu par les conventions sur le droit de la sauvegarde de la vie en mer. Certains navires marchands ont été bloqués. On a notamment en tête, il y a quelques semaines, le cas du petit cargo, le Marina, qui a été bloqué plus d'une semaine avant d'être autorisé, lui aussi, à débarquer au sud de la Sicile, à Puerto Empedocle. Donc, on est dans cette situation de blocage, de manque d'intérêt des États européens et finalement, pour le cas de l'Italie, d'accepter les personnes et de trouver une solution parce que c'est finalement son devoir. Mais ça ne résout pas le problème. On sait depuis maintenant plus de 6 mois, les États européens et la solidarité européenne s'organisaient autour d'un accord qui était très fragile, qui était cet accord de Malte de relocalisation des personnes, qui permettait de trouver un système d'une toute petite solidarité européenne qui était en construction. Cet accord de Malte n'a pas fonctionné pendant cette période-là et c'est l'Italie qui a pu gérer, encore une fois, en affirmant très fortement que les ports étaient fermés, ce qui n'est pas une solution, on l'a dit. Et puis, deuxième pays concerné géographiquement en tant que port sûr, c'est Malte. Malte, tout petit État européen, mais qui est très proche de la zone de la Méditerranée centrale. Malte a conduit des sauvetages ou a coordonné des sauvetages faits par des navires marchands ou de pêche. Et jusqu'à aujourd'hui, et cette situation dure encore aujourd'hui, Malte a décidé d'isoler les personnes secourues sur des bateaux en pleine mer, des bateaux qu'ils ont affrétés eux aussi, mais qui sont des navires beaucoup plus petits, des navires de tourisme. Et on a aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à quelques encablures de Malte, juste en dehors des eaux territoriales, on a plus de 300 personnes qui sont en attente d'un débarquement. Et on rappelle ce qu'il disait en introduction, le sauvetage, on parle de gens qui ont traversé la mer Méditerranée, qui sont dans des situations de vulnérabilité extrême, et c'est des naufragés, et ces personnes-là doivent être portées à terre pour qu'on puisse leur porter une attention. Un navire quel qu'il soit, même équipé comme l'Ocean Viking, ne peut être qu'une solution très intermédiaire. Donc cette situation nous inquiète énormément. Ces personnes laissées en dehors des eaux territoriales maltaises, l'argument du gouvernement maltais est d'appeler, comme nous faisons nous aussi, l'ensemble des pays européens à la solidarité pour pouvoir autoriser le débarquement. Évidemment, le problème est pris à l'envers. L'enjeu de solidarité est là, bien entendu. Le besoin de débarquer les gens au plus tôt est une obligation légale et donc c'est quelque chose qui ne marche toujours pas aujourd'hui en Méditerranée. Ouais. Dernier élément. Oui, pardon. Oui, un dernier élément, si je peux le dire, on a eu aussi malheureusement beaucoup de situations très, très grises dans lesquelles
on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé et c'est un peu le revers de la médaille de l'absence de navires civils tels que l'Ocean Viking en Méditerranée centrale. Il y a beaucoup de cas sur lesquels on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a eu des navires qui ont secouru des personnes et qui les ont ramenés en Libye, ce qui est extrêmement grave en droit international. On rappelle ici, comme on le dit régulièrement, que la Libye ne peut pas être considérée comme un port sûr par le droit maritime. Et donc, ramener les gens en Libye, c'est une infraction en vertu du droit maritime. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave et ça s'est déroulé ces dernières semaines. Et on a eu également un nombre très important d'interceptions des personnes par les gardes-côtes libyens qui, eux aussi, ramènent les personnes en Libye. Dernier élément quand même à donner, et on le constate depuis quelques semaines en particulier, alors que la météo est plus clémente, parce que le printemps arrive en Méditerranée aussi, l'été, les départs se multiplient et on a constaté aussi énormément d'arrivées dites autonomes de ces embarcations dont on ne sait jamais si elles vont tenir quelques centaines de mètres ou si elles vont réussir à traverser la Méditerranée. On a eu pas mal de cas d'arrivée autonome jusque sur l'île de Lampedusa et encore aujourd'hui en Sardaigne. On a énormément de ces cas. Merci Frédéric pour tous ces éléments d'explication du contexte à la fois humanitaire, c'est-à-dire on voit à quel point la situation humanitaire ne cesse finalement de s'aggraver en Méditerranée centrale. Tu rappelais que depuis que la Lame Kurdi et l'Aïta Mari ont été immobilisés dans le port de Palerme début mai, il n'y a plus aucun navire humanitaire en Méditerranée aujourd'hui. Et pourtant, effectivement, les départs depuis les côtes libyennes se poursuivent. L'Office international des migrations évoquait plus de 6600 tentatives de traversée entre mars et avril, ce qui est 3 fois plus que l'an passé. Donc, il est important, évidemment, dans ces conditions, on voit que l'épidémie de Covid-19 n'a pas empêché les personnes de fuir la Libye et de continuer à risquer leur vie pour rejoindre un lieu sûr en Europe. Et il semble évidemment, au regard de ce contexte que vous décrivez, extrêmement important de retourner en mer pour SOS Méditerranée le plus rapidement possible. J'aimerais donc justement vous demander quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui est envisagé, comment SOS Méditerranée se prépare aujourd'hui, quelles sont les conditions d'un retour en mer dans les meilleures conditions de sécurité possibles, et pour les équipes, et pour les potentiels rescapés, et pour le bateau. Peut-être, Frédéric, tu veux continuer sur ce point? Oui, absolument. Alors, pour nous, c'est un défi, évidemment, de pouvoir repartir en mer dans ces conditions. Dans les premières semaines, le blocage était complet et c'est ce qui a amené à notre analyse du fait que ce n'était pas envisageable. Comme disait Sophie, les indicateurs étaient au rouge. François le rappelait, les choses s'améliorent en termes de pression et on a aussi pu constater que entre les déclarations et les faits, voilà, un espace était possible. On comprend aussi que les gouvernements européens qui étaient complètement fermés à tout système de solidarité et d'aide, se mobiliser à nouveau. Donc, c'est quelque chose qu'on suit avec énormément d'attention pour pouvoir repartir en mer, parce qu'évidemment, c'est ça qui garantit le cadre opérationnel dans lequel on travaille. Ça, c'est la théorie et le contexte. Ensuite, il y a tous les aspects extrêmement pratiques du retour en mer. Repartir en mer dans un contexte de Covid, c'est faire face à tous les défis que citait François tout à l'heure. C'est arriver à faire embarquer des équipages qui viennent du monde entier, mais même sans aller chercher à l'autre bout du monde, d'un pays d'Europe à l'autre, avec les complexités de voyage, les complexités de visa, d'hébergement. C'est aussi se préparer. L'enjeu qu'on s'est donné, c'est d'essayer de limiter au maximum la possibilité que le bateau soit infecté par le Covid. Et ça commence par contrôler
la façon dont notre équipage embarque et faire en sorte que volontairement notre équipage se mette en quarantaine avant de monter à bord pour garantir qu'au départ du port de Marseille, lorsque nous partirons dans les semaines qui viennent, le navire soit garanti d'une certaine façon sans Covid, ce qui nous permettra de pouvoir aborder la mission avec plus de sérénité. Donc, c'est beaucoup de défis. Voilà. Pardon. Oui, vas-y. Peut-être ajouter qu'il y a beaucoup de défis donc, au niveau des opérations. À côté de cela, on a toute une équipe de mobilisation citoyenne avec des bénévoles dans 17 antennes en France et au-delà en Europe, dans nos associations sœurs en Italie, en Suisse et en Allemagne. Et évidemment, le défi est important aussi pour nous de continuer à mobiliser nos bénévoles, notamment sur cette mission de témoignage qui est très importante parce que je rappelle le mandat de SOS Méditerranée, c'est bien sûr sauver des vies, protéger les rescapés jusqu'au débarquement dans un lieu sûr et ensuite témoigner sur cette situation. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vient de décrire, c'est un vrai trou noir. Il n'y a plus de navires humanitaires, mais il n'y a plus non plus de navires militaires prêts à faire des sauvetages sur zone, puisque l'opération NAVFOR Med Sophia des Européens a pris fin. Elle a été remplacée par une nouvelle opération qui s'appelle Irini, qui est en train de se mettre en place, mais avec beaucoup de difficultés, et qui de toute façon est positionnée un peu à l'écart de cette zone de détresse. Donc, il n'y a plus d'acteurs humanitaires en mer, de témoins de ces détresses. Il y a Alors, on a connaissance quand même des cas de détresse par le biais de hotlines téléphoniques, d'ONG qui rapportent des appels de détresse par des embarcations en mer. Mais on est certainement très, très loin de connaître l'ampleur de cette tragédie qui se déroule en ce moment. Et tu rappelais les chiffres, c'est vraiment des départs massifs. Donc, des départs massifs, pas de navires de sauvetage. Certains qui ont un peu plus de chance et qui ont peut-être des bateaux en un petit peu meilleur état parviennent parfois à atteindre les côtes italiennes. Mais qu'est-ce qu'il advient des autres ? On ne sait pas forcément. Donc, plus les situations dramatiques qu'on vient d'expliquer, où il y a eu des sauvetages, notamment sous la coordination des autorités maltaises, mais les personnes sont retenues sur des bateaux aujourd'hui par centaines, en dehors des eaux territoriales maltaises, donc dans les eaux internationales, sans accès à aucun service, rien. Et c'est extrêmement préoccupant cette situation. Donc, pour retourner en mer, il faut aussi que la coordination européenne doit jouer, les États européens doivent mettre en œuvre une nécessaire solidarité, ne pas laisser Malte et l'Italie seuls. Le mécanisme de redistribution, alors c'est pas très joli comme nom, mais malheureusement c'est la réalité, des personnes secourues en mer doit fonctionner pour que ça apporte un peu de fluidité aux pays en première ligne comme l'Italie et Malte. Et ça, on a cessé de le redire, on ne cesse d'interpeller les États européens pour qu'ils mettent en œuvre cette nécessaire solidarité européenne, qui fait partie des textes, qui fait partie des valeurs fondamentales de l'Union, mais qui est aussi tout simplement le respect du droit maritime international. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Nous préparons au niveau des opérations, nous interpellons les États européens, nos équipes de bénévoles à terre, on essaye de réinventer des moyens de se mobiliser avec toutes les limites que l'épidémie impose sur nos équipes, puisque évidemment on a dû annuler des dizaines d'événements dans lesquels nous avions prévu de faire la sensibilisation. Néanmoins, je profite de cet instant pour refaire un appel. On est une association de citoyens européens qui refusent cette situation, qui se sont engagés tous avec leurs compétences diverses depuis 5 ans pour mettre en œuvre ce projet. Et on a besoin de vous pour nous aider. Évidemment aussi au niveau financier, donc je relance un appel à dons parce que le navire, nous continuons à l'affréter, nous avons tous les coûts et donc il y a vraiment besoin de se mobiliser pour témoigner, pour que cette situation ne soit plus un trou noir, pour qu'elle revienne dans les médias. Elle a totalement disparu des radars. Personne n'est au courant, en France notamment, de ce qui se passe en mer Méditerranée aujourd'hui. C'est plus du tout d'actualité. Voilà, donc, et évidemment, la priorité, c'est repartir rapidement dans les semaines qui viennent, comme le disait Frédéric à l'instant.
Merci Sophie et merci à tous. Je rebondis sur ce que tu disais Sophie en rappelant que nous avons lancé une grande campagne de mobilisation citoyenne et que vous pouvez la retrouver sur le site toussauveteurs.org. Alors, on passe peut-être à la deuxième partie, au deuxième temps de cette conférence. Il y a déjà plus de 300 spectateurs qui nous suivent et beaucoup de questions. Notamment des personnes qui souhaitent revenir sur ce qui a pu être dit au début, avoir des compléments d'informations. Je prends là peut-être, ce n'est pas la première question, mais c'est une question qui permet de rebondir un peu sur un des derniers éléments que tu as apporté, Sophie, d'une question de Lila qui demande ce qui arrive aux migrants à la mer pendant que nous ne sommes pas en mer, justement. Est-ce qu'ils le savent qu'il n'y a pas de bateau en mer? Est-ce qu'ils partent moins nombreux? Et pourquoi on s'arrête alors que ça veut dire la mort certaine des plus fragiles? Alors, c'est ce que je disais, hein, il n'y a pas de témoins aujourd'hui en mer, en tout cas il n'y a pas de navire de sauvetage, et pourtant les départs continuent, et on l'a dit, c'est massif, hein, l'OIM a parlé de plusieurs milliers de personnes qui ont pris la mer. Certains arrivent à bon port, d'autres certainement pas. Il y a eu quelques sauvetages, il y a quelques centaines de personnes bloquées en mer. Donc la situation est extrêmement chaotique et délicate. On ne sait pas ce que les migrants savent ou pas avant de partir, puisque nous, on n'a absolument aucun contact, il faut le rappeler. On a suffisamment été accusés de faire le jeu des passeurs, etc. Donc je le répète, il n'y a aucun contact avec les personnes. Ce que nous avons toujours fait, c'est répondre à des alertes de détresse qui nous étaient transmises. Pourquoi est-ce qu'il continue à partir? C'est certainement lié à la situation en Libye, qui est catastrophique depuis des années, qui est aggravée par une guerre civile sans fin. Et puis, on voit que le Covid-19 ne les empêche pas, enfin, les risques en Europe et notamment en Italie, puisque cette traversée, elle les amène probablement vers l'Italie. C'est en tout cas le but dans la plupart des cas. Malgré l'ampleur de l'épidémie, on voit que ça n'arrête pas les départs. C'est difficile de parler à leur place. Tout à fait. Il y a plusieurs aussi questions de personnes qui reviennent, notamment Mathieu ou Lynn, sur la fin du partenariat avec Médecins Sans Frontières, qui ne l'ont pas très bien compris en fait. Alors, Mathieu demande, est-ce que le partenariat est définitivement arrêté? Est-ce que vous prévoyez un autre partenariat? Lynn qui dit qu'elle n'a pas bien compris les causes de l'arrêt de ce partenariat. Oui. Voilà. Alors, pour réexpliquer bien, donc, on se remet dans la situation de fin mars, début avril, hein, qui était celle de la progression de l'épidémie, fermeture des ports, les décrets, ou en tout cas on a su par voie diplomatique que les ports seraient fermés en Italie, ça a été notifié, l'armateur a été notifié par notre état du pavillon norvégien, etc. Donc, tous les indicateurs nous montraient qu'en cas de sauvetage, il n'y avait pas du tout de mécanisme pour débarquer les personnes en port sûr et qu'on serait bloqué en mer pour une durée totalement indéterminée, avec des risques sanitaires majeurs, l'absence de garantie pour d'éventuelles évacuations médicales. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ces dizaines de navires de croisière qui ont eu des milliers de passagers à bord et qui n'ont pas pu débarquer alors même qu'il y avait des épidémies de Covid. Il y a même des bateaux militaires qui ont été dans ces situations. Donc, on peut bien imaginer que dans ce contexte de chaos et de bouleversement total du monde maritime, c'était extrêmement complexe, effectivement, pour les autorités de mettre en œuvre des protocoles efficients. Et donc, notre évaluation à nous, c'est que repartir en mer dans ces conditions aurait mis en risque nos équipes. Ça a été vraiment des risques de sécurité des équipes et aussi que nous n'avions aucune certitude de pouvoir débarquer dans un port sûr, conformément au droit maritime, les rescapés que nous aurions à bord. Et donc, nous avons fait le choix, SOS Méditerranée, de suspendre les opérations dans ce contexte, alors que Médecins Sans Frontières souhaitait repartir malgré cette situation et en partageant l'analyse des risques avec nous. Médecins Sans Frontières nous a en fait notifié sa décision de rompre le partenariat à ce moment-là, en disant qu'il n'était pas possible pour eux de ne pas être en mer dans cette situation. Nous avions aussi évalué le risque très fort de saisie du navire et évidemment ce qui s'est passé après avec les navires Alan Kurdi et Aïta Mari montre bien que ces risques, ces craintes n'étaient pas infondées.
qu'il y avait vraiment des craintes majeures de risque, de saisie du navire et donc une hypothèque sur la pérennité de notre mission et notre capacité finalement à opérer dans les mois et les semaines et les mois à venir, puisque notre intention, c'est bien sûr de repartir le plus vite possible. J'espère que ça... Oui, merci Sophie. Je pense que tes explications là aussi répondu à la question de Robert qui demandait de revenir sur les risques que comportait la poursuite du sauvetage en mer, parce qu'il n'avait pas bien compris. Donc je pense que là, la réponse a été assez claire. On a d'autres questions qui concernent plus ce qui va se passer maintenant. Donc je vais peut-être adresser ces questions plutôt à Frédéric en termes d'opération. Par exemple, le RADA qui demande comment on peut rejoindre la nouvelle équipe médicale de SOS Méditerranée. Elle est sage-femme tunisienne, extrêmement motivée pour nous rejoindre. Il y a aussi une autre personne, Juliette, qui demande comment on imagine le système organisationnel post-Covid. Voilà. Et peut-être commencer par ces questions-là. Il y a aussi une autre personne qui demande si la nouvelle équipe médicale de SOS Méditerranée sera constituée de la même manière que celle de Médecins sans frontières. Donc, Frédéric, je te laisse la main sur oui, la réponse à ces absolument. questions. C'est ce sur quoi nous travaillons depuis maintenant plus d'un mois. SOS Méditerranée affrète l'Ocean Viking, donc l'équipage est apporté par l'armateur. Ensuite, nous étions en charge de l'équipage, de la coordination du sauvetage et du sauvetage, mais pas de la partie jusqu'à présent. C'est les équipes de Médecins sans frontières qui s'occupaient de la partie médicale et logistique d'accueil des personnes à bord dans des conditions très, très complexes. On rappelle qu'on est sur un navire de 69 mètres de long, donc ce sont des conditions très, très spartiates d'urgence. Il a fallu qu'on organise et qu'on s'organise en urgence pour pouvoir se préparer à assumer ces fonctions-là. Donc, pour répondre aux différentes questions, oui, on passe d'une équipe d'environ 12-13 personnes à une équipe de 25 en quelques semaines parce que, oui, on a désormais sur l'Ocean Viking, prêt à embarquer dans quelques semaines, une équipe médicale, une équipe qui s'occupera de l'accueil et de tous les besoins matériels des personnes secourues à bord, d'identifier aussi leur vulnérabilité, c'est très important. Et tout ça, on le fait dans une logique de continuité. L'expérience de l'Aquarius puis de l'Ocean Viking depuis maintenant 4 ans, plus de 4 ans, nous a apporté beaucoup de connaissances sur les besoins médicaux. Beaucoup de choses ont été mises en place et on bénéficie de toute cette expérience-là construite avec Médecins sans frontières dans le passé pour reprendre à notre compte cette méthode-là. Et c'est quelque chose qui est assez… c'est un défi, mais c'est assez enthousiasmant opérationnellement et c'est quelque chose qui se déroule bien. Alors, on aura besoin d'aide, c'est évident. On a besoin d'aide aussi financière, Sophie le rappelait, mais on aura aussi besoin d'aide de personnels médicaux. RADA qui propose son aide est invité à nous contacter sur la boîte contact d'SOS Méditerranée. Bien entendu, on aura besoin de ce soutien-là. Aujourd'hui, on a monté une équipe qui nous permet d'assumer l'ensemble de ces fonctions et c'est quelque chose qu'on va maintenir dans la durée, potentiellement avec d'autres collaborations. On reste très ouvert sur la possibilité. L'urgence pour nous, c'est de pouvoir repartir en mer avec l'ensemble de ces fonctions d'assistance aux personnes qu'on aura secourues. Très bien. Et concernant l'organisation post-Covid? Alors, l'organisation post-Covid, si je comprends bien la question… elle a été posée comme ça, mais j'imagine qu'on parle des protocoles qui seront mis en place pour… On doit intégrer le risque Covid à sa juste mesure, bien entendu, sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit l'embarquement de nos personnels, de l'ensemble de notre équipage, j'en ai parlé tout à l'heure, mais évidemment sur la prise en charge des personnes. On avait à bord et on a maintenu à bord des protocoles
d'identification d'éventuelles maladies transmissibles. Donc, on a dû intégrer le risque de Covid à ces protocoles-là, qui nous permettent, en cas de cas suspect, d'isoler une personne et d'éviter au grand maximum, et autant que faire se peut, parce qu'on reste sur un bateau, c'est très compliqué, d'éviter une expansion du Covid si jamais on avait une des personnes rescapées porteuses du Covid ou un membre d'équipage malgré les précautions qu'on aurait prises. Ça passe par des protocoles très rigoureux, qui respectent complètement les recommandations de l'ensemble des compagnies maritimes et de l'Organisation maritime internationale et de l'OMS également, des protocoles qui jouent sur la prévention des infections. Donc, ça se joue en termes de sens de circulation dans les navires, d'éviter que les gens se croisent, d'habillage, déshabillage en fonction des zones dans lesquelles on rentre, d'éviter que les gens ne se mélangent les uns aux autres, de garder autant que faire se peut, encore une fois sur un navire de 69 mètres de long, ces fameuses distances de sécurité, et puis avec du matériel de protection, des masques, des visières, des choses qui sont tout à fait utilisées également dans le Covid à terre. Donc, on a aujourd'hui mis en place ces protocoles qui nous permettront de minimiser un maximum l'infection du bateau, que ce soit par notre équipage ou que ce soit par une des personnes potentiellement secourues dans le futur. Merci. Une toute autre question, plus sur l'aspect financier de notre action. Sarah qui demande, en termes de trésorerie, est-ce que l'association est en danger à cause de ce stand-by des activités? Est-ce qu'on dépend directement des départs en mer pour assurer le fonctionnement de l'association? François, peut-être tu pourrais répondre à cette question sur, il y a un problème de micro. Tu peux remettre ton micro. Sinon, je peux répondre s'il n'y a pas d'un problème technique. Non, mais Sophie complétera. L'ADN, la première mission de SOS Méditerranée, c'est le sauvetage. Donc là, la question ne se pose pas. Je comprends certaines questions. On est tous un peu frustrés de ne pas partir demain, mais comme l'a bien expliqué Fred, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a des personnes à bord et on doit prendre des précautions pour partir dans des conditions qui sont satisfaisantes pour l'équipage, pour toutes les personnes, les marins sauveteurs, l'équipe médicale, et pour le pavillon également, puisque c'est quelque chose de réglementaire. Donc ça, la question ne se pose pas, le sauvetage avant tout. Et puis, après, au niveau trésorerie, je vais laisser Sophie compléter, mais Sophie. Oui, alors on est inquiet évidemment parce que Médecins sans frontières contribue aussi financièrement aux frais d'affrètement du navire et donc aux coûts maritimes de cette mission qui sont très élevés. Je rappelle le coût de 14 000 € par jour et ça c'était avant que nous internalisions les équipes médicales. Donc, c'est des coûts qui sont accrus pour nous et effectivement, il y a une inquiétude sur les conséquences de la crise économique du coronavirus, sur l'ensemble des citoyens qui sont des donateurs aussi pour SOS Méditerranée, mais aussi les mécènes qui contribuent. On a déjà des signaux effectivement de difficultés pour certains mécènes qui ne pourront pas contribuer cette année. Notre espoir, c'est vraiment la mobilisation citoyenne à cet égard, parce que depuis le début, et quand nous sommes partis en 2015, on avait 0 € quand on a commencé cette mission. Depuis le début, la seule manière dont nous avons pu avancer, et le fuel de la mission de SOS Méditerranée, c'est vraiment cette mobilisation citoyenne. Et donc, il va falloir que nous redoublions d'efforts pour aller démarcher de nouveaux donateurs, essayer de prendre la parole et de trouver des mécènes, des nouveaux mécènes aussi, peut-être sur ces aspects médicaux que nous prenons en charge également maintenant, ce qui ouvre de nouvelles pistes. Mais effectivement, il faut que nous redoublions d'ardeur pour financer la mission parce que non, évidemment, la mission n'est pas financée jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, on a quelques semaines, peut-être mois à peine de visibilité, mais évidemment pas sur l'ensemble de l'année. Donc, il faut absolument qu'on relance des appels à dons, ce que nous ferons dès que nous serons retournés en mer. Très bien. Autre question pour revenir sur l'organisation
du retour en mer. Sylvia demande si un autre partenariat avec une autre organisation médicale est prévu et pourquoi pas revenir avec Médecins du Monde. Frédéric, qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on a internalisé, comme le disait Sophie, la mission médicale chez SOS Méditerranée. Ça a été un défi, mais on a une équipe prête à partir dans quelques semaines. Donc, on va commencer comme ça. Évidemment, notre souhait, nous, depuis toujours, c'est que, tout comme Médecins sans frontières l'a fait et probablement peut-être continuera à le faire, c'est que l'ensemble des ONG humanitaires s'intéressent à la mer Méditerranée et s'impliquent dans le sauvetage en mer. Et dans ce cadre-là, on peut nous aussi être un pont avec ces organisations-là pour faire en sorte qu'elles s'impliquent et qu'elles rejoignent aussi nos efforts. Est-ce que ce sera des partenariats opérationnels plus ponctuels? On n'a pas encore complètement finalisé nos scénarios. On travaille sur plusieurs scénarios possibles. Aujourd'hui, tous les scénarios seront bons à partir du moment où ils nous permettront de maintenir une présence en mer continue avec le même niveau de service et le même panel d'activités auprès des personnes rescapées, parce que c'est ça qui nous motive. Très bien. Autre question de Jean-Pierre. Là, on est plus sur des questions, disons, de plaidoyer. Jean-Pierre demande, explique que le confinement des naufragés sur les navires de promenade touristique maltais, donc plus de 300 rescapés dans des conditions matérielles scandaleuses, ne ressemblerait-il pas à une prise d'otage pour faire pression sur les pays européens? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez répondre à cette question? Bon, je peux commencer et puis Sophie et Fred pourront compléter. Le centre de coordination de Malte a géré ce sauvetage, bien sûr, c'est leur rôle. En tant que centre de coordination, ils avaient tout à fait le droit de transférer les rescapés sur ces embarcations. Maintenant, c'est vrai qu'on le sait tous, ce ne sont pas des embarcations très adaptées. Par ailleurs, le temps court, et Fred l'a très très bien dit tout à l'heure, ce sont des personnes qu'on a sauvées, qui sont des personnes épuisées, qui ont souffert, qui sont des naufragés. Et on ne peut pas se permettre de les laisser longtemps sur des embarcations de ce type. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument qu'il y ait un accord. Est-ce que c'est une manière de faire pression sur les autres pays européens? Très probablement, parce que, Sophie l'a rappelé aussi, il y a un règlement européen. Tout est très bien cadré. Le sauvetage en mer, dans la réglementation maritime, tout est très cadré au niveau coordination, au niveau des responsabilités de chacun, au niveau des devoirs de chacun, au niveau également de la coordination. C'est prévu dans tous les règlements internationaux et c'est prévu dans les règlements européens. Donc, il suffit d'appliquer les règles qui sont établies par ces États et par le droit international. Donc, c'est vrai qu'il est urgent que ces personnes puissent être prises en charge et traitées comme des personnes avec tous leurs droits et surtout qu'elles soient soignées et vraiment prises en charge. Est-ce que vous souhaitez compléter? Oui, Frédéric? Oui, non. Notre internaute parlait de prise d'otage. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, c'est une position revendiquée du gouvernement maltais de mettre l'ensemble de ses partenaires, de leurs partenaires européens, face à cette situation pour précipiter une solution. La demande est probablement légitime, sans aucun doute. La méthode est extrêmement mauvaise. Ce n'est pas, on ne prend pas les personnes, on ne les met pas dans cette situation pour peser politiquement. Aujourd'hui, l'Europe globalement s'honore quand elle travaille ensemble et pas quand elle travaille à coup de pression. Et c'est cet accord entre pays européens de bonne volonté qui très fragilement a commencé à se dessiner il y a maintenant plusieurs mois. C'est dans ce sens-là de la coopération européenne qu'il y aura une solution pour trouver une solution tout à fait à la hauteur d'un continent de 500 millions d'habitants pour pouvoir organiser les choses de façon tout à fait fluide pour que les pays les plus proches géographiquement puissent assumer leurs responsabilités avec l'aide de leurs collègues européens. Et puis, c'est quelque chose
qui pourra aussi, peut-être un jour, conformément à ce que nous demandons depuis notre création, donner la naissance à des vraies opérations proactives de sauvetage, parce qu'au-delà d'accueillir les personnes dans des ports, la vraie responsabilité de l'Union européenne, c'est aussi d'aller au-devant de ces personnes, parce que l'assistance à personnes en danger, c'est aussi, ce n'est pas que la responsabilité d'organisation de la société civile. Nous, on le fait à défaut des pays depuis notre création. Merci. Une autre question qui nous vient de Ben, qui est directeur d'école et qui explique qu'il continue la sensibilisation sur ce sujet auprès de ses élèves, qui remercie SOS Méditerranée et qui demande à quand un grand partenariat avec l'Éducation nationale pour lutter contre l'ignorance et la désinformation. Sophie? Oui, alors merci pour cette question parce que c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur chez SOS Méditerranée. Depuis 2015, en fait, au moment où on était en train d'affréter l'Aquarius, on a mis en place des actions de sensibilisation auprès du public scolaire et avec des bénévoles. Et donc, dans nos 17 antennes, les 600 bénévoles à travers la France ont énormément travaillé sur ce sujet, produit des outils pédagogiques, vous pouvez en trouver un sur le site, et mené beaucoup d'actions auprès de plusieurs dizaines de milliers d'élèves aujourd'hui. Donc, c'est pour nous très important de pouvoir continuer. On est en train de réfléchir pour la période Covid là, qui se termine la fin d'année à des expérimentations de sensibilisation virtuelle. On en a eu quelques-unes. Mais sur la question du partenariat avec l'Éducation nationale, je voulais dire que nous avons un agrément pour 5 ans avec l'Éducation nationale. Nous sommes reconnus comme intervenants externes dans les établissements scolaires, primaires et secondaires, pour pouvoir expliquer, informer sur la situation en Méditerranée centrale. Et c'est vraiment une activité essentielle pour nous, d'aller au contact des élèves, de répondre à leurs questions, parfois de pouvoir témoigner en compagnie d'un marin sauveteur, parfois très rarement avec des rescapés, ça c'est un peu plus compliqué, de leur donner la parole quand c'est possible. Mais voilà, donc nous avons mis au point aussi beaucoup d'outils pédagogiques et si vous avez un intérêt particulier, n'hésitez pas à nous contacter, les 17 antennes essaieront de répondre à vos demandes. Tout à fait. Je vais revenir maintenant sur une question posée par Lucas au début de la conférence qui était un peu passé à la trappe, qui nous remercie pour ce live important et qui demande ce que l'on pense de l'importance accordée par les médias, ou peut-être du manque d'importance, il a voulu dire, accordée par les médias à cette situation et de son traitement s'il y en a. Tu veux réagir, Sophie? Actuellement, dans les médias, enfin, on vient de traverser une période où on n'a eu que des nouvelles anxiogènes d'ailleurs sur la situation de l'épidémie, essentiellement en France, pour ce qui est de la France, un petit peu aussi pour le reste du monde. Il est difficile de faire entendre ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que pour nous, c'est très choquant hein, de savoir tout ce qu'on vient de décrire, ce que vient de décrire Frédéric, tout ce qui se passe aujourd'hui. On atteint quand même des sommets depuis 5 ans, on n'a jamais vu ça, nous, des dizaines, enfin des centaines de personnes bloquées sur des navires qui ne peuvent pas débarquer aujourd'hui dans un lieu sûr, plus tous les bateaux qui probablement disparaissent et qui ne sont pas comptabilisés. C'est vraiment une situation terrible et qui n'est très peu traitée. En tout cas en France, elle l'est un peu plus en Italie parce que là, on est sur une question de plus de proximité. Mais en France, elle est aussi à Malte sur la question des navires maltais. Donc, nous évaluons cette situation à l'aune des médias spécialisés maltais, l'Organisation internationale des migrations qui fait du reporting sur ces questions, le HCR aussi, le Haut Commissariat aux réfugiés. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que le sujet est assez absent et voilà, on a besoin que les médias en reparlent à nouveau pour que le public comprenne l'ampleur du drame en fait, de cette tragédie qui est en train et de ce trou noir qui se remet en place en Méditerranée.
Merci Sophie. Une question de Yves maintenant qui se demande ce qu'on attend pour repartir en mer. Et je pense que tu en as déjà parlé Frédéric, mais qui demande plus précisément dans combien de semaines on pense repartir en mer. Puis je vais ajouter une deuxième question à laquelle peut-être Frédéric pourra aussi répondre, celle de Caroline. Qui nous remercie pour ce qu'on fait, mais aussi qui demande si on travaille avec des psychologues auprès des rescapés et de nos élèves. Merci Yves et Caroline. Alors Yves, qu'est-ce qu'on attend? On est tout proche du départ, on est à quelques semaines. Être précis, c'est toujours très, très compliqué parce que, comme François le disait, on est vraiment en toute fin de déconfinement dans les différents pays européens. Donc, toutes les contraintes de voyage, tout ça change de jour en jour. Donc, on est en train de finaliser l'embarquement, enfin le pré-embarquement de l'ensemble de l'équipe. Et notre objectif est un départ vraiment, sans être extrêmement précis, mais dans les semaines qui viennent, courant juin, quoi. On y est presque. Donc, c'est incessamment. On a à peu près rempli toutes les cases qu'on devait remplir avant de partir. L'autre question était sur les psychologues. Aujourd'hui, on a… Auprès des rescapés, le temps de séjour à bord du navire et les conditions dans lesquelles les personnes sont accueillies à bord, qui sont les conditions les moins mauvaises possibles, mais sur un navire de quelques mètres carrés, on n'a pas beaucoup de place, donc c'est une solution d'urgence. Donc, l'objectif, avant toute chose, c'est de traiter des urgences vitales, physiques, et de débarquer les personnes en lieu sûr. C'est pour ça que le droit maritime demande que les personnes soient débarquées en lieu sûr le plus tôt possible. Donc, on a une attention psychologique, mais que je n'oserais certainement pas appeler un vrai travail psychologique. Parce qu'ensuite, le rôle aussi, c'est de passer le relais aux autorités et aux organisations qui prennent en charge les personnes à terre. Ça fait partie de la définition d'un lieu sûr, c'est pouvoir prendre en charge les gens dans leurs besoins matériels, mais aussi dans leurs besoins psychologiques et aussi dans leurs besoins de protection. C'est tout ça qui fait un port sûr. En revanche, pour nos équipes, pour nos sauveteurs, on sait que, comme toutes les organisations d'urgence et toutes les organisations de sauvetage, qu'elles soient civiles, militaires, on sait que la récurrence de la confrontation à cette situation extrêmement dangereuse et dans des conditions d'opération qui sont très dangereuses aussi. Les sauveteurs, tous les jours, à chaque sauvetage, prennent des risques énormes. Ces questions-là portent un risque assez fort de détresse et de souffrance. C'est quelque chose sur lequel on est attentif depuis très longtemps, depuis au moins 3 ans, enfin depuis la création de SOS Méditerranée, et on a un suivi individualisé et collectif de l'ensemble de nos sauveteurs par des équipes de psychologues qui sont disponibles tout le temps, qui sont, il faut le souligner aussi, des équipes bénévoles. Donc, c'est aussi ça l'engagement citoyen aux côtés des opérations. Merci Frédéric. Le temps passe et on va devoir bientôt conclure cette conférence. J'aimerais néanmoins prendre la question de Robert qui nous remercie de les informer sur la situation en Méditerranée et de dénoncer l'inaction de l'Union européenne. Il nous demande si SOS Méditerranée est en contact avec des parlementaires européens. François, est-ce que tu veux répondre à cette question ou qui d'autre? SOS Méditerranée fait du plaidoyer, bien sûr. On n'a pas de… Bien sûr, on fait partie de la charte de l'association. On n'a pas aucun lien politique. Mais dès qu'on peut avoir des plaidoyers envers des parlementaires, envers des responsables, que ce soit dans les ministères, bien sûr, c'est notre rôle de faire bouger les choses et d'essayer de montrer que nous sommes toujours dans le droit maritime et qu'il faut absolument trouver des solutions. Donc, c'est ce rôle de plaidoyer. On essaye de passer les messages, bien sûr. Si on peut avoir des soutiens au niveau de l'Union européenne, on n'hésitera jamais.
Et peut-être rajouter là-dessus qu'on est un réseau européen d'associations, je le disais plus tôt, mais donc c'est aussi cela l'intérêt d'avoir une association européenne présente dans 4 pays seulement, mais c'est de pouvoir démarcher, expliquer, rencontrer des parlementaires ou des responsables politiques des gouvernements dans chacun de ces pays, donc notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE, mais qui est aussi très concernée par les sujets de sauvetage en Méditerranée centrale. Et du devoir d'assistance, peut-être, c'est peut-être ça la particularité de la Suisse, c'est quand même une spécialité maison que de porter assistance. On connaît toute l'histoire de la Croix-Rouge et du CICR, donc voilà, le devoir d'assistance résonne aussi dans ce pays. Donc notre combat, c'est aussi d'aller porter ces questions vers des responsables politiques, puisqu'il faut, pour que ça change, que ces responsables politiques se coordonnent entre eux et mettent en place des mécanismes. Je rappelle, notre première demande, c'est un mécanisme coordonné européen pour le débarquement des rescapés en Méditerranée centrale. Ça vaut évidemment pour les autres routes migratoires de la Méditerranée, il faut aussi coordonner. Et puis, bien sûr, remettre en place des moyens de sauvetage adéquats, parce que on parle de SOS Méditerranée, mais on est une toute petite ONG. Les autres ONG, il y a 5 ONG en tout et pour tout, et dont plusieurs sont immobilisés, les bateaux détenus, etc. Donc les moyens sont absolument insuffisants, même si tous ces bateaux étaient en train de naviguer, ce serait insuffisant. Et il faut aussi rappeler le besoin de mettre en place une flotte de sauvetage adéquate pour éviter ces morts qui sont évitables, puisqu'on sait où ça se passe, on sait comment faire pour les secourir. C'est la zone de détresse au large de la Libye. On sait que les gens vont partir malgré tous les risques de la traversée, et que ces départs continuent, quels que soient les risques et la situation, la pandémie, etc. Donc voilà, il y a un besoin urgent, et je voudrais le rappeler peut-être pour conclure, à ce que les pays européens mettent en place les moyens nécessaires pour sauver des vies. Ça doit rester notre priorité. On l'a assez dit et répété en cette période de Covid-19. Sauver des vies doit passer avant toute considération politique et économique. Voilà, c'est notre impératif. On le répète depuis 5 ans. C'est un écho particulier en ce moment. Merci Sophie. Pour conclure, une dernière question et un commentaire qui se rejoignent. Karine qui demande quels sont les besoins en termes de bénévolat, et Marie qui disait, déjà il y a une petite demi-heure, outre les dons, comment puis-je apporter de l'aide ? Je suis une femme, ni médecin, ni marin. Alors peut-être qu'en tant que membre de l'équipe de mobilisation citoyenne, je vais lui répondre et lui dire qu'il n'est pas besoin d'être capitaine de marine marchande, ni médecin ou membre d'une organisation humanitaire pour sauver des vies, que chacun d'entre nous, à notre niveau, on peut contribuer à sauver des vies, peut-être déjà en ne détournant pas le regard de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, en faisant comme Ben, tout à l'heure, le directeur d'école, en sensibilisant ses élèves, en sensibilisant son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues, en devenant bénévole au sein de l'association. Donc Karine, pour devenir bénévole, vous pouvez rejoindre une des 17 antennes de l'association en France, mais je rappelle aussi pour peut-être d'autres auditeurs francophones qu'il y a une association en Suisse, il y a aussi une association en Allemagne, une autre en Italie avec un réseau de bénévoles. Et puis enfin, bien sûr, vous pouvez faire un don sur le site de sosméditerranée.fr ou .org. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci à Sophie Beau, François Thomas, Frédéric Penard. Je rappelle que cette vidéo reste disponible sur Facebook. N'hésitez pas à la relayer pour faire connaître nos actions, pour sensibiliser le plus grand nombre aux drames qui continuent à se dérouler en Méditerranée centrale. Et encore une fois, si SOS Méditerranée existe, c'est grâce aux dons de milliers de citoyens européens et à l'engagement aussi des 600 bénévoles que nous avons en France, mais qu'il y a aussi en Allemagne, en Italie et en Suisse. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà, et ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de SOS Méditerranée et sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Twitter et le compte Instagram de l'association. Merci et à bientôt. Merci, au revoir. Pour d'autres conférences de SOS Méditerranée.
Bonne soirée. Bonne soirée.